N. décembre 1932. Varsovie, en Pologne. Un mathématicien de 27 ans se trouve isolé dans un bunker souterrain à proximité de l'université de Poznan. Devant lui, sur son bureau, s'étalent des feuillets de messages radio allemands interceptés, codés par une machine que tous considèrent comme impénétrable. Marian Rejewski s'acharne sur cette énigme depuis plusieurs semaines. Il s'agit de la machine à chiffrer Enigma employée par l'armée allemande. Chaque service de renseignement l'ayant analysée est parvenu à la même impasse, inviolable. Les possibilités défient l'imagination. 158 quintillons de configurations renouvelées quotidiennement. Les Britanniques échouent, les Français aussi, et les Américains n'ont pas daigné s'y atteler. Rejewski dispose d'équations, 6 équations simultanées, comportant des variables inconnues. Il cherche à les résoudre pour déduire le câblage des rotors, ces liaisons internes qui mélangent toutes les lettres. Hélas, les résultats ne riment à rien. La faille réside dans la roue d'entrée, ce composant reliant le clavier au rotor. Jusqu'alors, Rejewski partait du principe qu'elle suivait le schéma de l'énigma commercial, basé sur l'ordre QWEERTZ du clavier. Soudain, il opte pour une hypothèse audacieuse. Les Allemands auraient-ils choisi le câblage le plus basique imaginable? A relié à A, B à B, C à C, dans l'ordre alphabétique pur. Une simplicité si évidente qu'elle frise la bêtise, impensable pour un cryptographe aguerri. Rejewski tente le coup malgré tout. De la pointe de son crayon surgissent, comme par enchantement, les chiffres tant attendus. D'abord ceux du rotor de droite, ensuite du central, enfin du gauche. En l'espace de quelques semaines, sans avoir jamais eu une énigme militaire sous les yeux, il reconstitue l'intégralité de son circuit interne. 7 ans avant l'arrivée d'Alan Turing à Bletchley Park, 7 ans avant le déclenchement de la guerre. Le 25 juillet 1939, 5 semaines avant l'invasion de la Pologne par Hitler, Rejewski se tient dans une installation clandestine nichée dans les bois au sud de Varsovie. En face de lui, les responsables des services secrets britanniques et français. Il détaille tout: les calculs mathématiques, les techniques employées, les appareils construits par son équipe. Les Britanniques sont médusés. Ils sourit largement. Qui peinait sur l'énigma depuis des années sans progrès notable, avait occulté cet élément décisif. Et ce câblage d'entrée si limpide qu'il n'y avait jamais songé. La Pologne transmet à la Grande-Bretagne et à la France l'ensemble de ses découvertes. Les schémas des roteurs, les procédures, 2 machines Enigma reconstituées, une pour chaque allié. 5 semaines plus tard, l'Allemagne envahit le pays. La Pologne capitule. Rejewski s'échappe. Les renseignements qu'il a partagés forment la base de Bletchley Park d'Ultra. De tous les messages Enigma déchiffrés par les Alliés durant les 6 années suivantes, les historiens évaluent qu'Ultra a écourté le conflit de 2 à 4 ans, sauvant 14 millions de vies. Eisenhower la qualifia de décisive pour la victoire. À la fin de la guerre, Rejewski rentre en Pologne. Les Britanniques imposent le secret absolu via l'Official Secrets Act. Churchill ordonne la destruction de toutes les machines de décryptage. Pendant un quart de siècle, personne n'est au courant de ses exploits. Il végète comme comptable, cadre intermédiaire dans une usine de câbles, puis dans une coopérative ouvrière,
où l'homme qui a vaincu le code inviolable passe ses journées à tenir des comptes. Il s'éteint en 1980, à 74 ans, d'une crise cardiaque dans un appartement varsovien. La plupart des gens ignorent jusqu'à son nom. Voici l'histoire de Marian Rejewski, le mathématicien qui a percé Enigma avant même le conflit, qui a fourni aux Alliés l'arme décisive de la guerre du renseignement et qui est mort dans l'ombre, pendant que d'autres en accaparaient la gloire. L'histoire que les Britanniques ont occultée pendant 3 décennies. Le 16 août 1905, à Bramberg, ville de la province prussienne de Posen. Marian Adam Rejewski naît dans l'Empire allemand. Son acte de baptême le mentionne comme Mariana Sadamis Rejewski. Son père, Joseph, vend des cigares. La famille habite d'abord la rue Walinska, numéro 6, avant de s'installer dans une maison avec jardin au 6A de la rue Zoury. Le jeune Marian grandit sous domination prussienne. La cité est germanophone. Il maîtrise l'allemand aussi aisément que le polonais, un atout qui pèsera plus lourd qu'on ne l'imagine. Brillant en mathématiques, il excelle vraiment. Après le gymnasium classique de Bydgoszcz, rebaptisé quand la Pologne recouvre son indépendance en 1918, il intègre l'université Adam Mickiewicz de Poznań. Maria obtient une maîtrise en philosophie mathématique. Sa thèse porte sur la théorie des fonctions doublement périodiques de seconde et troisième espèce et leurs applications. Note très bien. Son professeur, Zdzisław Krygowski, directeur de l'Institut de mathématiques, va transformer le cours des événements. Rejewski vise une carrière en assurance. De 1929 à 1930, il étudie les statistiques actuarielles à l'université de Göttingen, en Allemagne. Sur place, le professeur Krygowski lui demande de déposer des fleurs sur la tombe de Carl Friedrich Gauss, hommage vibrant à l'héritage mathématique. Été 1930. Rejewski regagne Poznań, devient assistant d'enseignement. Puis survient un événement inattendu. On lui propose un emploi à temps partiel, une douzaine d'heures par semaine, dans un bunker souterrain près de l'Institut de mathématiques, surnommé la Chambre noire. La mission est ultra secrète. Il lui est interdit d'en parler à quiconque, l'employeur, le renseignement militaire polonais, le bureau des chiffres, le Cipherbureau. La Pologne est coincée entre l'Allemagne et l'Union soviétique, 2 puissances hostiles qui l'ont dominée pendant 123 ans, de 1795 à 1918. Le pays avait carrément disparu de la carte, morcelé et rayé des frontières. À peine indépendante depuis une décennie, elle mesure l'enjeu au plus profond d'elle-même. Survivre exige de percer les plans des adversaires. Au cours de la guerre polono-soviétique de 1919 à 1921, les cryptanalystes polonais ont réussi à casser une centaine de codes russes. En août 1920 seulement, ils ont déchiffré 410 messages soviétiques. Des renseignements décisifs qui ont permis la bataille de Varsovie, sauvant la jeune République. Fin des années 1920, l'Allemagne réarme en cachette en violation du traité de Versailles. La Pologne doit absolument intercepter ces communications. Mais voilà le hic. Le 15 juillet 1928, les stations d'interception radio polonaises captent une nouveauté.
Des messages militaires allemands chiffrés par une machine. L'Enigma. Conçu par l'ingénieur allemand Arthur Scherbius. Breveté en 1918, vendu dans le commerce dès 1923. La marine allemande l'adopte en 1926, l'armée en 1928. L'appareil est raffiné, d'apparence trompeusement basique. Un clavier, 3 rotors, un tableau de prise, un panneau de lampe indiquant les lettres chiffrées. Quand l'opérateur appuie sur une touche, un courant électrique traverse le tableau de prise. Une roue d'entrée, les 3 rotors, un réflecteur, puis repart en sens inverse à travers les rotors, la roue d'entrée et le tableau de prise. Une lampe s'allume, la lettre chiffrée. Le rotor de droite avance à chaque frappe. Le du milieu tous les 26 coups. Le de gauche tous les 676. Chaque frappe génère un alphabet de substitution inédit. La version militaire ajoute un tableau de prise qui échange des paires de lettres avant et après le brassage des rotors. Le nombre total de configurations quotidiennes possibles avoisine les 158 quintillions. Sans connaître le câblage des rotors, cela grimpe à 3 fois 10, puissance 114. Tous les services de renseignement étudièrent la machine. Tous aboutissent à la même sentence: inviolable. L'analyse fréquentielle classique ne sert à rien. La substitution polyalphabétique est trop sophistiquée. L'espace des clés, vertigineux. Les cryptanalystes polonais, linguistes de formation, s'acharnent des mois durant sans résultat. Le capitaine Maximilian Sienski, chef de la section allemande du Bureau déchiffré, prend une décision audacieuse. Les linguistes échouent face aux machines. Et si les mathématiciens réussissaient? Ils contactent le professeur à Poznań. Ensemble, ils lancent un cours clandestin de cryptologie. Le 15 janvier 1929, une vingtaine à une trentaine d'étudiants en maths, tous germanophones, s'inscrivent. Le programme est impitoyable, fondé sur un manuel français de cryptographie de 1925. Les élèves jonglent avec leurs études normales. La plupart abandonnent. 3 tiennent le choc. 3 prodiges. Marian Rejewski, 23 ans. Henryk Zygalski, né en 1908, fils de tailleur surnommé Zyga. Passionné de piano et de randonnée, doté d'humour et d'une propension à geindre qu'il transforme en autodérision. Jerzy Rosicki, né en 1909, le Benjamin, appelé Jerzy, fils de pharmacien. Le 1er septembre 1932, les 3 intègrent le bureau des chiffrés à plein temps. Employés civils, leur mission: percer l'énigma. Vers le 9 décembre 1932, un document capital arrive au bureau, des renseignements français, fournis par un traître allemand, Hans Thilo Schmidt, employé au service chiffré de Berlin. Nom de code haché. Les papiers incluent des manuels d'utilisation de l'énigma, des procédures opératoires et surtout les clés quotidiennes de septembre et octobre 1932. Les Français n'en tirent rien. Les Britanniques, qui ont reçu des copies, non plus. Tout atterrit chez Rejewski. Il travaille seul. Son supérieur, le capitaine Sienski, lui ordonne de taire son activité même à ses collègues. Rejewski aborde le casse-tête, en pur mathématicien, pas en linguiste. Une approche inédite. Il modélise l'énigma comme un ensemble de permutations, d'équations algébriques. La procédure allemande recèle une faille majeure. La clé à 3 lettres de chaque message est chiffrée 2 fois, soit 6 lettres au total. Tous les messages du jour
partent de la même position initiale. Ainsi, la première et la quatrième lettre chiffrent la même lettre en clair, mais séparées de 3 pas de rotor. Idem pour la deuxième et la cinquième, la troisième et la sixième. Reshevsky rassemble les interceptions d'une journée, des dizaines de messages et dresse des tableaux reliant ces positions jumelles. Il trace des chaînes dans ces grilles, A vers N, N vers P, P vers L, L vers X, X vers M, M vers J, J vers F, F vers I, I vers A, un cycle. Il repère des cycles de longueur variée, calcule les permutations composées, leur structure cyclique. Puis surgit l'intuition mathématique décisive. Le tableau de prise, qui génère l'essentiel de la complexité de l'énigme, n'est qu'une conjugaison, une permutation fixe. Toutes ces conjuguées conservent la même structure cyclique. Les motifs de longueur de cycle ignorent donc le tableau de prise. Celui-ci, avec ses quintillons de variantes, s'élimine des équations. Les théoriciens du chiffrement, surnommés plus tard les « diables du code », qualifieront rétrospectivement cette découverte comme le théorème qui a remporté la Seconde Guerre mondiale. Reshevsky exprime alors l'ensemble du chiffrement Enigma sous forme d'un produit de permutation. Il établit 6 équations simultanées. Les câblages inconnus des rotors servent de variables en s'appuyant sur les réglages de la clé volée. Il isole le tableau de prise, met de côté son influence et se concentre sur les câblages des rotors, mais les résultats demeurent incohérents. Il est bloqué. Le souci, comprend-il, réside dans son hypothèse sur la roue d'entrée. Il avait supposé qu'elle reprenait le câblage du clavier à quartz de l'énigme commercial. Et si ce n'était pas le cas? Et si les Allemands avaient opté pour le câblage le plus basique imaginable, l'ordre alphabétique? Cela paraît trop évident, presque risible. Aucun cryptographe sérieux n'oserait une telle simplicité. Pourtant, Reshevsky tente l'expérience. De son crayon jaillissent soudain des chiffres, les connexions du rotor le plus à droite. Ça marche. Au fil des semaines suivantes, en exploitant le trafic du mois d'après avec un rotor différent en position extrême droite, il résout le deuxième rotor, puis le troisième, puis le réflecteur. Sans jamais avoir eu sous les yeux une machine Enigma militaire, ce jeune homme de 27 ans a reconstitué l'intégralité de son câblage interne. Comme il l'écrira plus tard, de mon crayon, comme par magie, on commençait à sortir des chiffres indiquant les connexions du rotor N. La donne s'inverse complètement. Auparavant, la Pologne détenait les clés journalières sans posséder la machine. Désormais, elle maîtrise la machine, mais plus les clés. Il faut inventer des procédés pour déduire les réglages quotidiens. Les 7 années suivantes virent une véritable course aux armements. Reshevsky, Różycki et Zygalski conçoivent des outils de plus en plus perfectionnés. D'abord, la méthode de la grille, manuelle et laborieuse, qui tire parti du fait que le tableau de prise n'échange initialement que 6 paires de lettres, en laissant 14 intactes, efficaces, mais lentes. De 1934 à 1935, Różycki invente le cyclomètre, un appareil spécifique équipé de 2 trains de rotor Enigma, décalés de 3 positions. Il dévoile les structures cycliques des permutations, composées pour chaque réglage. Grâce au cyclomètre, l'équipe dresse un catalogue sur carte, 105 456 fiches, une pour chaque configuration rotor possible.
L'ouvrage demande plus d'1 an, un travail harassant, réglage après réglage, heure après heure. Mais une fois achevé, il suffit d'une quinzaine de minutes pour identifier les réglages d'une journée. Le 1er novembre 1937, les Allemands modifient le réflecteur. Le catalogue entier devient obsolète. L'équipe doit tout recommencer à zéro. Le 15 septembre 1938, les Allemands transforment radicalement la procédure d'indicateur. Le catalogue s'avère inutilisable du jour au lendemain. Rejewski réagit en quelques semaines. Il conçoit la bombe cryptologique, un dispositif électromécanique. 6 équivalents Enigma fonctionnent en parallèle, un par ordre rotor possible. Chaque bombe parcourt automatiquement les 17 576 positions initiales. À la recherche de motifs caractéristiques, 6 bombes sont fabriquées par la société AA de fabrication radio à Varsovie, en service mi-novembre 1938. Le nom « bombe », explique Rejewski, provient d'un manque d'idées plus brillantes. En parallèle, Zygalski crée des feuilles perforées. Pour chaque ordre de rotor, 26 planches en carton de 26 x 26 cases, avec des trous aux endroits où tel motif peut apparaître. Empilées sur une table lumineuse et décalées selon les indicateurs des messages observés, elles éliminent les options pas à pas jusqu'à ne laisser qu'une seule ouverture, révélant les réglages du jour. Leur atout majeur, une indépendance totale vis-à-vis du tableau de prise. Mais leur confection manuelle à l'aide de lames de rasoir est un pensum. Seulement un tiers est achevé quand le désastre frappe. Le 15 décembre 1938, les Allemands passent de 3 à 5 rotors. Les opérateurs en sélectionnent désormais 3 parmi 5. Les ordres rotors bondissent de 6 à 60. Les 6 bombes existantes ne suffisent plus. Il en faudrait 60, à un coût 15 fois supérieur au budget annuel total en matériel du bureau du chiffre. Environ 1,5 million de zlotys. Il faut désormais 60 séries de feuilles Zygalski au lieu de 6. Le 1er janvier 1939, les Allemands portent les connexions du tableau de prise de 7 à 10 paires, amoindrissant encore l'efficacité des bombes. La Pologne a épuisé ses ressources. Près de 7 ans durant, les 3 mathématiciens ont décrypté le trafic Enigma allemand. Dès janvier 1938, ils résolvent environ 75% des messages Wehrmacht interceptés. Mais l'évolution de la machine dépasse les capacités d'une petite équipe au budget modeste. Pendant ce temps, la situation politique s'assombrit. Mars 1939. Hitler annexe la Tchécoslovaquie. Les troupes SS affluent à Danzig. La force allemande s'amasse aux frontières polonaises. L'invasion est imminente. L'état-major polonais tranche, après calcul. La Pologne tombera à coup sûr. Les chiffres sont impitoyables. L'armée allemande trop puissante. Les alliés polonais trop éloignés. Mais si la Pologne partage ses savoirs, câblage des rotors, méthode, machine, ce savoir ne disparaîtra pas avec le pays. Le 30 juin 1939, le chef du bureau des signaux polonais expédie un message codé au service français. Il ne s'agit pas d'une avancée cryptologique, mais d'une offre inédite, révéler les secrets. La Pologne abat sa carte Enigma. Du 25 au 27 juillet 1939, dans les bois de Kabaty, près de Piry, au sud de Varsovie. Un centre secret spécialement construit en 1937,
après le transfert du bureau du chiffre depuis le palais saxon à Varsovie. L'endroit est isolé et protégé. Des délégués de 3 pays se réunissent. De Pologne, le colonel Stefan Mayer, chef du contre-espionnage, le lieutenant-colonel Guido Langer, le major Maksymilian Sienski, les 3 mathématiciens Rejewski, Rojicki et Zygalski. Du Royaume-Uni, les ingénieurs Anthony Polish et Czesław Betka de l'Air Ministry. Alastair Denniston, directeur de l'école gouvernementale des codes et chiffres, Dilly Knox, cryptographe en chef, et le commandant Humphrey Sandwith, de France, Gustave Bertrand, et le capitaine Henri Braquenier. La conférence dure 2 ou 3 jours. Les sources divergent sur les dates précises. Rojicki expose personnellement les méthodes mathématiques. Les Britanniques en sont abasourdis. Dilly Knox, génie excentrique et l'un des meilleurs cryptanalystes britanniques, découvre que la roue d'entrée utilise un câblage alphabétique simple, une idée qu'il avait écartée comme trop évidente. Il reste bouche bée, stupéfait et furieux. Peter Twin, un de ses collègues, se souviendra plus tard. C'était si évident à faire, une chose si bête que personne, ni Dilly Knox, ni Tony Kendrick, ni Alan Turing, n'avait jugé utile d'essayer. Knox saisit tout avec une rapidité fulgurante. Une relation personnelle solide se noue entre lui et Rojicki. Ce dernier note que Knox est un spécialiste d'une autre trempe, d'une classe à part. Knox écrira plus tard aux Polonais pour les remercier de leur coopération et de leur patience. Mais la réalité est brutale. Les Britanniques s'acharnent sur Enigma depuis des années sans le moindre progrès. Ils ignorent la variable décisive qui rend la solution possible. L'historien du GCHQ, Tony Comer, conclura plus tard que les cryptanalystes britanniques avaient totalement raté une des variables de la version militaire d'Enigma, sans laquelle aucune percée n'était envisageable. Et rien n'indique qu'ils y seraient parvenus un jour. La Pologne livre tout à ses alliés. Les méthodes mathématiques complètes, les schémas de câblage des rotors, les plans du cyclomètre et de la bomba, la méthode des fiches Zygalski, les détails sur les procédures allemandes, et 2 machines Enigma reconstituées polonaises, une pour la France, une pour la Grande-Bretagne. La copie britannique est acheminée à Londres par Gustave Bertrand et le liaison britannique Wilfrid Donderdale, et remise à Stuart Menzies à la gare Victoria en août 1939. En contrepartie, les Britanniques s'engagent à fabriquer l'ensemble des fiches Zygalski pour les 60 ordres de rotor, une tâche industrielle hors de portée des ressources polonaises. Rojicki se rappellera plus tard. Lors de cette réunion, nous avons révélé tout ce que nous savions et montré tout ce que nous avions dans nos hôtes. Nous n'avons rien appris de nouveau. Ni les Anglais, ni les Français n'avaient surmonté les premières difficultés. Ils n'avaient pas de rotor câblé et aucune méthode. La conférence s'achève. 5 semaines plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne, le 1er septembre 1939. À Varsovie, la guerre éclate. Le personnel du bureau du chiffre reçoit l'ordre d'évacuer vers l'Est. Ils détruisent délibérément archives et matériel, mais exfiltrent secrètement 2 machines Enigma répliquées hors de Pologne. Le 17 septembre, Rojicki, Rejewski et Zygalski franchissent la frontière roumaine. À Bucarest, ils échouent à obtenir l'aide de l'ambassade britannique et se tournent vers les Français. Fin septembre, ils atteignent la France.
Le 20 octobre 1939, l'équipe polonaise reprend du service à P.C. Bruno, au château de Vignoles, près de Gretz-Armainvilliers, à 40 km au nord-est de Paris. Le site abrite 15 Polonais, une cinquantaine de Français et 7 chiffrophiles espagnols antifascistes. Sous le nom de code polonais Expositor 3 Saint, le 17 janvier 1940, grâce aux fiches Zygalski apportées personnellement par Alan Turing de Bletchley Park, les Polonais réalisent la première rupture d'énigma de guerre, déchiffrant des messages d'octobre 1939 à partir du 28. Jusqu'à la chute de la France, 17% des clés Enigma alliées sont percées à P.C. Bruno. L'équipe décode environ 8440 messages, dont 1000 sur la campagne de Norvège et 5000 sur celle de France. Les opérateurs de Bruno signent ironiquement leur message à Bletchley. Heil Hitler, janvier 1940. Alan Turing visite P.C. Bruno et passe plusieurs jours à discuter avec les 3 cryptologues polonais. Les Britanniques demandent le transfert des Polonais en Grande-Bretagne. Linger refuse. L'armée polonaise en exil se reconstitue en France. Son équipe reste auprès des forces polonaises. Juin 1940, la France capitule. Bertrand évacue l'équipe en Algérie le 24 juin, puis la ramène discrètement dans la France de Vichy non occupée. Le 1er octobre 1940, ils reprennent le travail à Cadix, au château de la Fousse près de Cesse, camouflé en organisme agricole. L'identité de couverture de Rejewski. Pierre Ranaud, professeur de lycée à Nantes. L'équipe déchiffre environ 4000 messages Enigma supplémentaires, révélant les positions des forces allemandes et des atrocités sur le front de l'Est. Juillet 1941, Rejewski et Zygalski évaluent la robustesse de la machine chiffrante polonaise LIDA. Ils provoquent la stupeur en déchiffrant le premier message en à peine 2 heures, le 9 janvier 1942. Tragédie. Rojicki voyage par mer à bord du Cessala-Maraisier, un paquebot dans la Méditerranée au large des îles Baléares. Une tempête fait chavirer le navire. 292 vies s'éteignent. Rojicki se noie, âgé de 32 ans. Son corps ne sera jamais retrouvé. Le 9 novembre 1942. Les débarquements alliés en Afrique du Nord entraînent l'occupation allemande du sud de la France par les Allemands. Cadix est évacué. Rewskich et Zygalski s'enfuirent vers le sud, traversant le sud de la France en direction de la frontière espagnole. Le 29 janvier 1943. Avec un guide local, ils franchissent les Pyrénées, mais celui-ci les dévalise au pistolet près de la frontière. Ils atteignent l'Espagne, mais les autorités espagnoles les arrêtent en quelques heures. Emprisonnement à la Sudelle, puis à Lárida pendant plus de 3 mois. En mai 1943, ils sont libérés grâce à l'intervention de la Croix-Rouge polonaise. Ils passent par le Portugal et Gibraltar. Ils arrivent enfin en Grande-Bretagne en août 1943. En Grande-Bretagne, Rejewski et Zygalski intègrent le bataillon polonais des transmissions à Boxmoor, dans le Herefordshire, où ils se voient confier le décryptage de chiffres allemands de bas niveau, des S et As D, le système Doppelkassetten. Le cryptologue britannique Alan Stripp commentera plus tard.
C'était comme atteler des chevaux de course à des charrettes. Ils ne seront jamais affectés à Bletchley Park. Plusieurs raisons l'expliquent. Après des années passées en France occupée, ils sont jugés comme un risque sécuritaire. Le principe du besoin de savoir fait que très peu de gens à Bletchley ignorent même la contribution polonaise. Et en 1943, le décryptage d'Enigma est devenu une affaire exclusivement britannique et américaine. Ce gaspillage de talent est sidérant. Mais la logique institutionnelle du secret de guerre l'emporte. La collaboration polono-britannique sur Enigma ressemble à un relais. La Pologne court le premier tronçon. La Grande-Bretagne prend le relais pour le reste. Gordon Welchman, chef de la cruciale Ute 6 à Bletchley, affirme sans ambiguïté: Ute 6 Ultra n'aurait jamais décollé sans les leçons apprises des Polonais, pile au bon moment, tant sur les détails de la version militaire allemande de la machine commerciale Enigma que sur les procédures d'utilisation en vigueur. Peter Kalvakaresi, responsable de la section Luftwaffe à la Ute 3, évalue que la contribution polonaise a accéléré la brèche d'Enigma d'environ 1 an. L'historien Hugues Sebag Montefiore va plus loin. Sans l'aide polonaise, des percées substantielles dans les énigmas de l'armée et de la Luftwaffe n'auraient eu lieu qu'après novembre 1941 au plus tôt. Pour l'énigma naval, seulement fin 1942. Des retards d'1 à 2 ans, voire plus. La bombe britannique d'Alan Turing, première installée le 14 mars 1940 et codée Victory, s'inspire de la bombe polonaise. Turing lui-même la décrit comme ressemblante, mais bien plus imposante que celle des Polonais. Pourtant, les deux machines reposent sur des algorithmes fondamentalement différents. La bombe polonaise exploite la clé de message doublée dans l'indicateur. L'innovation décisive de Turing est une méthode basée sur des cribs, utilisant du texte clair, connu ou supposé, pour bâtir des chaînes logiques testables mécaniquement. Quand l'Allemagne abandonne la clé doublée en mai 1940, le concept polonais devient obsolète. Mais la méthode crib de Turing persiste. La planche diagonale de Gordon Welchman double encore l'efficacité de la bombe en éliminant les faux positifs. Chaque bombe britannique équivaut à 36 énigmas. Elle mesure 7 pieds de haut, pèse environ 1 tonne. À la fin de la guerre, 211 bombes ont été construites. Manipulées par quelques 1676 membres du Women's Royal Naval Service. En 1943, Bletchley déchiffre environ 84 000 messages par mois. La comparaison d'échelle est frappante. 3 mathématiciens polonais aux ressources minimales ont posé les bases. Près de 10 000 personnels britanniques et américains les ont exploités. Mais le saut conceptuel, utiliser des machines pour casser des chiffres mécaniques, appliquer les mathématiques abstraites à la cryptanalyse, démontrer qu'Enigma était brisable, est né entièrement en Pologne. Dermot Turing, neveu d'Alan Turing, déclare: les Britanniques n'auraient jamais avancé sans les Polonais. Les Polonais étaient 6 ou 7 ans en avance sur les Britanniques. L'impact stratégique est décisif. Le renseignement ultra façonne la bataille de l'Atlantique, l'Afrique du Nord, El Alamein, la bataille d'Angleterre, la planification du jour J. Sir Harry Hinsley, vétéran de Bletchley et historien officiel du renseignement britannique, estime qu'Ultra a raccourci la guerre d'au moins 2 ans, probablement 4.
Un historien du GCHQ propose une formulation plus percutante. Le renseignement Enigma n'a pas écourté la guerre de 2 ans. Il l'a prolongée de 2 ans. Sans Ultra, la Grande-Bretagne aurait perdu. La guerre se serait terminée plus tôt par une victoire nazie. Eisenhower écrit en juillet 1945 qu'Ultra a sauvé des milliers de vies britanniques et américaines et accéléré la déroute de l'ennemi. Des estimations populaires évoquent 14 millions de vies sauvées. Le renseignement que Redjevski a permis, les méthodes qu'il a partagées, les fondations qu'il a posées. Le 15 novembre 1946, en Grande-Bretagne, Redjevski est démobilisé de l'armée polonaise. 6 jours plus tard, il rentre en Pologne, retrouve sa femme Arena et sa fille Janina à Bydgoszcz. Le professeur Kryjowski l'incite à accepter un poste de professeur de mathématiques à l'université. Il refuse, encore en convalescence d'un rhumatisme attrapé dans les prisons espagnoles. Dévasté par la mort de son fils André, à l'été 1947, l'enfant succombe à la polio à 11 ans après seulement 5 jours de maladie. Redjevski rejette toute offre qui l'éloignerait de sa famille restante. L'un des plus grands cryptanalystes de l'histoire se retrouve ainsi à un emploi administratif modeste. Directeur du département des ventes chez Kable Polski, un fabricant de câbles, jusqu'en 1950, date à laquelle il est licencié sous la pression du Bureau de la sécurité publique polonais. De 1949 à 1958, les services de sécurité communistes l'enquêtent à plusieurs reprises, ouvrent un dossier intitulé « Cryptologue ». Ils ne perçoivent jamais l'ampleur réelle de son œuvre de guerre et le relèguent au rang de simple subalterne des services de renseignement. Des informateurs secrets questionnent sa famille, ses amis, ses voisins. Son dossier de surveillance est enfin clos le 12 juin 1958, avec cette mention. Au cours de la surveillance, il n'a pas été établi que le sujet ait exercé une activité hostile. De 1954 jusqu'à sa retraite en février 2009. 167. Redjevski occupe un poste de comptable à l'Union provinciale des coopératives ouvrières de Bydgoszcz, un rôle d'un ridicule décalage avec ses talents. En 1969, lui et son épouse regagnent Varsovie. Pendant 25 ans, il garde le silence sur son travail de guerre. Puis, en 1973, l'officier français du renseignement, Gustave Bertrand, publie ses mémoires, dévoilant la part polonaise dans le décryptage de l'énigma. Un journaliste de Varsovie lance un appel pour retrouver les décrypteurs polonais inconnus de l'énigma. Redjevski répond simplement « C'est moi qui ai cassé l'énigma. Si cela vous intéresse de savoir comment, venez et je vous expliquerai tous les détails. » Du milieu des années 1970 jusqu'à sa mort, il rédige des articles, accorde des entretiens, échange avec des chercheurs de Pologne, d'Allemagne, des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Suède, de Belgique, d'Union soviétique, de Yougoslavie, du Brésil, luttant pour rectifier l'histoire. Le 13 février 1980, à Varsovie, Redjevski rentre d'une course et est victime d'une crise cardiaque. Il s'éteint chez lui à 74 ans. Il est inhumé avec les honneurs militaires au cimetière militaire de Powązki à Varsovie, à parcelle B 3943. Son épouse Irena
décédé en 1986, repose à ses côtés. La plupart du monde ignore encore ses exploits. L'effacement de la contribution polonaise est méthodique, quoique souvent involontaire. Le secret de guerre britannique, l'Official Secret Act, l'ordre de Churchill de détruire les machines de décryptage en morceaux pas plus grands qu'une main. Scellent l'affaire pour 3 décennies. La Grande-Bretagne poursuit l'usage de machines de type Enigma vendues à d'anciennes colonies après la guerre. Révéler leur vulnérabilité compromettrait les renseignements en cours. La politique de la guerre froide offre peu d'incitation à honorer un État allié à l'URSS. Le livre de F. W. Winterbottom, The Ultra Secret, révèle l'affaire en anglais, mais minimise le travail polonais d'avant-guerre. Il avoue plus tard avoir simplement repris la version qu'on lui avait fournie. Le récit dominant se concentre sur Bletchley Park et Alan Turing. Des chercheurs polonais publient plus tôt le livre de Władysław Kozachuk, Bitwa au Tajemnice, de 1967, expose en premier le rôle polonais dans l'énigme, mais en polonais, donc peu remarqué à l'étranger. Rejewski publie abondamment dans les années 1970 à 1980, dont Comment les mathématiciens polonais ont déchiffré l'énigme dans les Annales de l'histoire de l'informatique en 1981. La traduction anglaise du livre de Kozachuk en 1984, avec annexe de Rejewski, porte la vision polonaise à un public plus large. Mais le mal est fait. Le film The Imitation Game réduit la contribution polonaise à une phrase fugace. L'historien du jeu C.H.Q. Tonnekommer note que le film est exact sur 2 points. Il y a eu une Seconde Guerre mondiale et le prénom de Turing était Alan. L'ambassade de Pologne exprime une profonde déception. Information is Beautiful évalue le film à 42,3% de fidélité. Le film britannique Enigma de 2001 dépeint le seul personnage polonais comme un traître, provoquant des frictions diplomatiques. Peu à peu, l'histoire est rectifiée. La Pologne décerne solennellement à Rejewski, Rojicki et Zygalski la Grande Croix de l'Ordre Polonia Restituta, sa plus haute distinction civile. La Grande-Bretagne lui attribue la médaille de guerre 1939 à 1945, première reconnaissance militaire britannique officielle. Une plaque est inaugurée à Bletchley Park. Cette plaque commémore le travail de Marian Rejewski, Jerzy Rojicki et Henryk Zygalski, mathématiciens des services de renseignement polonais, premiers à casser le code Enigma. La IEE Milestone honore l'exploit des codebreakers polonais comme un tournant mondial. La NSA les intègre tous 3 au Cryptologic Memorial Hall of Honor. Le centre chiffré Enigma ouvre à Poznań comme institution éducative permanente. Des livres émergent, X, Y et Z de Dermo Turing en 2018, La vraie histoire du décryptage de l'énigma. La biographie de Robert Gowski en 2023. The First Enigma, Code Breaker. Le récit anglophone évolue lentement, mais interrogez une personne au hasard dans la rue sur celui qui a percé l'énigma. Elle vous répondra Alan Turing, pas Marian Rejewski. L'histoire de Marian Rejewski renverse toutes les idées reçues sur le déchiffrement de l'énigma. Le tournant décisif n'est pas issu d'une grande institution britannique richement dotée, mais de 3 jeunes mathématiciens polonais opérant en secret avec des moyens dérisoires. Il n'a pas eu lieu pendant la guerre, mais 7 ans plus tôt,
en décembre 1932, quand un homme de 27 ans résolut un système d'équations de permutation à l'aide d'un simple crayon et d'une intuition fulgurante. L'approche mathématique qui a rendu possible tous les décryptages ultérieurs, de la bombe de Turing aux opérations industrielles de Bletchley Park, était d'origine polonaise, et la résolution de partager ces renseignements inestimables avec les Alliés, prise 5 semaines avant la chute de la Pologne, figure parmi les gestes les plus décisifs et altruistes de toute la guerre. Tony Comore du GCHQ en mesure toute l'ampleur. La contribution polonaise n'a pas seulement aidé à briser un code. Elle a métamorphosé l'intelligence des signaux britanniques, provoquant la centralisation des services de renseignement, l'industrialisation du décryptage par des machines, les partenariats internationaux d'espionnage précurseurs des Five Eyes et l'émergence même du GCHQ en tant qu'organisation technologique. Le crayon de Rejewski a, en un sens très concret, façonné le monde moderne du renseignement. Le fait que cet homme, à l'origine de tout cela, soit mort en comptable à la retraite dans un appartement de Varsovie, presque oublié, constitue l'une des ironies les plus cruelles du XXe siècle. Le mathématicien qui a vaincu le code réputé inviolable, qui a fourni aux Alliés l'arme ayant écourté la guerre de plusieurs années, sauvant des millions de vies, a passé ces dernières décennies à tenir des comptes dans une coopérative ouvrière, pendant que le monde applaudissait d'autres figures, ignorant ce moment fondateur. Pas mal pour le fils d'un marchand de cigares de Bramberg.